Bienvenue dans toutes les France. Ils souhaitent changer le monde. Jusqu'où peuvent aller les indignés? Élément de réponse avec nos invités aujourd'hui. Philippe Dessertine, bonjour. Vous êtes professeur de finance, directeur de l'Institut de haute finance. Et vous avez écrit un ouvrage qui fait grand bruit, qui s'appelle La décompression, publié aux éditions Anne Carrière. Alors pourquoi la décompression? Les jeunes ne pourront plus vivre comme leurs parents, au même niveau de vie en tout cas? On est à un moment donné où le système montre qu'il est vraiment au bout du bout, aussi bien, on va dire en ce moment, là, quand on est en train de regarder ce qui se passe dans les relations internationales, que quand on regarde la façon dont l'Occident envisage son mode de vie. On va en parler tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous, Philippe Dessertine. À vos côtés, Albert Augien. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez écrit « Pourquoi désobéir en démocratie ?» publié aux éditions La Découverte. C'est une forme de désobéissance, l'indignation à travers ces mouvements? À vrai dire, ce n'est pas vraiment une forme de désobéissance, mais ça en a certaines des caractéristiques. On va en parler avec vous. Merci d'être avec nous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Michela Marzano, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université Paris-Descartes. Vous dirigez même le département de sciences sociales carrément. Oui. C'est une promotion récente? C'est tout récent, depuis septembre. Félicitations. Merci. Et vous avez écrit Le contrat de défiance, publié aux éditions Grasset. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Vincent Cespedes, vous êtes philosophe et vous avez écrit, essayiste également, vous avez écrit Le jeu du phénix chez Flammarion. Ce sont des recettes pour mieux vivre aujourd'hui? Pas du tout. C'est un jeu philosophique où on peut refaire le monde entre amis de façon décomplexée. Quand le monde ne nous plaît pas, on le change. Quand le monde part en vrille, on peut le jouer et on peut trouver des solutions nouvelles. Alors, retour sur l'ampleur de ce mouvement des indignés, avant de reprendre le débat avec nos invités passionnants. Regardez. Un bon coup de balai, c'est ce que réclament les indignés pour le monde de la finance. Lundi, le mouvement Occupy Wall Street a fêté son premier mois d'existence. Des centaines de personnes campent toujours square Zuccotti, dans le quartier des affaires de Manhattan. Chez elles, une même colère qui gagne la planète. Les gens souffrent. Il y a trop peu de monde avec beaucoup et beaucoup trop avec trop peu. C'est un problème lié à qu'est-ce que ça signifie rendre la vie moins précaire pour nous tous. Qu'est-ce que cela signifierait si on transférait une partie de la productivité captée par Wall Street vers l'éducation, la santé, un emploi qui soit justement rémunéré? Je pense que beaucoup de questions ont émergé. Les questions sont là, mais derrière, aucun programme précis. Un moyen, selon les indignés, d'éviter une récupération politique. 5 mois après sa naissance à Madrid, le mouvement est parvenu à enclencher des manifestations dans le monde entier le week-end dernier. Francfort et Londres, symboles de la finance mondiale, sont à la pointe de cette contestation. Une contestation qui lasse les banquiers de la City. Peut-être que ces gens sont au chômage et qu'ils ont juste besoin de quelque chose pour exprimer leur frustration. Ils ont choisi la cible la plus facile. Le message se perd un peu parce qu'il n'y a aucune solution réelle de proposer. C'est une chose de dire que le système ne marche pas, mais je n'ai entendu parler d'aucune alternative. Plusieurs dirigeants politiques se montrent beaucoup moins durs. La chancelière allemande et le président américain, notamment, ont dit comprendre les raisons de cette colère. Philippe Dessertine, colère, compréhensible, mais est-ce que les cibles sont les bonnes ? Oui, sans doute. On va dire que la finance et le monde de la finance ont été, alors peut-être pas les origines de la crise dans laquelle nous sommes, mais probablement le bras armé, on va dire, du point de vue de la manière dont les choses se sont enchaînées, et probablement aussi là où il va falloir changer le plus les choses. Le G20 de Cannes, par exemple, est un des endroits où on essaie de commencer à partir sur des pistes et où manifestement on a du mal à y arriver. Mais je pense que sur les indignés, on a évoqué là les indignés occidentaux. Il faut quand même toujours dire, et dans mon livre je parle du premier indigné, au fond celui qui a lancé un petit peu ce qui s'est passé, c'est passionnant de voir que dans cette crise mondiale, dans cette crise de la finance et de l'économie, c'est un petit marchand de fruits et légumes de Tunisie, dans un endroit qui était complètement à l'écart de la mondialisation, qui par son suicide va lancer une vague qui est absolument incroyable et qui va effectivement essaimer. Donc vous faites le lien entre ces révolutions dans le monde arabe et ces mouvements absolument, qui est à mon avis absolument essentiel. Oui. D'abord
d'abord, les révolutions du monde arabe sont arrivées, donc Bouzbouz, comme je l'appelle, puisque c'est son nom, il faut le rappeler, hein, qui est décédé au début de cette année 2011. D'abord, il n'arrivait plus à nourrir sa famille, hein, ses frères et sœurs. C'est ça, concrètement, la crise, c'est ça que ça veut dire. Mais en même temps, on pensait l'Europe loin de tout ça. Oui, finalement, je pense que l'Europe a peut-être vu trop le printemps des peuples comme étant une sorte de résurgence romantique de la Révolution. Elle aurait peut-être dû considérer que c'était une sorte d'avant-garde de quelque chose qui allait lui arriver très très vite, quand tout d'un coup on voit monter la misère du fait des dysfonctionnements de l'économie. Eh bien effectivement, les gens normaux peuvent arriver parfois à avoir des gestes de désespoir et parfois aussi des gestes de révolte qui sont sans doute, là c'est peut-être plutôt la parole aux philosophes, mais qui ne sont pas très loin, la révolte n'est pas très loin du désespoir à mon sens. Albert Ogier. Oui. Sur justement ce mouvement des indignés, est-ce que le fait qu'on leur reproche qu'il n'ait pas de programme est à votre avis pertinent? Est-ce que ce mouvement spontané peut entraîner des changements profonds dans les sociétés occidentales? La question que ces indignés posent, c'est comment est-ce que nous réfléchissons la politique? Qu'est-ce que c'est que la politique pour nous? Alors, du point de vue des rouages ordinaires de la politique, donc ce sont des élections, des démocraties représentatives, des partis, des syndicats, toute une manière d'organiser la revendication politique qui est encadrée depuis assez longtemps. De ce point de vue-là, les indignés, bien sûr, c'est ce qu'on entend sur le reportage, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de parti. D'ailleurs, au contraire, tout ce qu'ils exigent, c'est pas de parti, pas de leader, pas de programme. Donc de ce point de vue-là, on se demande quel effet ça peut avoir. Mais je pense qu'effectivement, les effets sont pas... Tous les effets qui se manifestent ne viennent pas nécessairement du monde politique tel qu'il est organisé de cette manière-ci. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre uniquement les élections pour changer le monde. Et probablement des manifestations qui expriment, alors voilà, là va être le problème, la misère, le désespoir, la désespérance, une société bloquée, même s'ils ne s'expriment pas dans les canaux officiels, portent un effet sur les dirigeants qui se trouvent devant une population, en particulier si elle est caractérisée comme jeune, qui est un véritable problème, que des sociétés n'offrent pas d'avenir à leur jeunesse, et un vrai problème. Vincent Cespedes, comment les pouvoirs politiques peuvent-ils prendre en compte ces mouvements aujourd'hui, selon vous? Déjà, il y a une parole qui doit être prise en compte, une présence physique. Ils sont dans la ville. On n'est pas dans une lamentation entre quatre murs. On n'est pas dans une lamentation chez des psychanalystes. On est dans une lamentation de fait politique, même sans programme. C'est-à-dire qu'on est dans la cité, on pleure ensemble notre désespoir, on parle de voies d'avenir. On déplore souvent la fin des grandes idéologies, c'est vrai, mais les idéologies, soit on les fait faire par des savants fous dans des laboratoires, soit elles émanent du peuple. Les idéologie, c'est pas un gros mot, à part pour les marxistes pur jus. Une idéologie, c'est une utopie aussi, ça peut être une perspective d'avenir, mais pour ça, il faut que les gens s'emparent de la réalité politique. Ça fait quand même 30 ans qu'on leur dit que c'est pas leur affaire, surtout vous occupez pas de la politique, allez juste voter quand il faut pour les élections, le reste. Donc ça fait une dizaine d'années, depuis Seattle, depuis 95-99, tout le mouvement altermondialisation est déjà complètement précurseur de ces indignés-là. Moi, j'ai été au contre-sommet du G8 il y a 8 ans, j'ai vu comment ça s'organise, c'est très proche des indignés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie, mais à nous de la créer. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très philosophique. Il y a une sorte de bouillonnement, d'interrogation qui est brouillonne, qui pourra peut-être être récupérée vers le pire, vers le meilleur, mais au moins les gens sont là, disent leur mal-être, disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, la représentativité est en crise, et moi j'ai bon espoir que ça puisse déboucher sur des perspectives concrètes et surtout légitimes, parce que si des idées sortent de ce bouillonnement-là, elles seront tout à fait légitimes. Michele Marzano, est-ce que c'est aujourd'hui une forme de défiance, puisque vous parlez, vous, dans votre ouvrage du contrat de défiance, est-ce que c'est surtout de la défiance vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis de la finance, et comment ça peut déboucher sur quelque chose de construit, de positif? Alors, il y a beaucoup de défiance désormais vis-à-vis des élites en général, pas uniquement du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique, financier. Et il y a la collusion entre les deux. Oui, la collusion entre les deux, absolument. Il y a surtout la manifestation d'un ras-le-bol. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus, et n'en peuvent plus de quoi? Ils n'en peuvent plus des promesses qui n'ont pas été tenues, des mensonges qu'on leur a racontés, et donc de tout un système où on a prétendu qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Moi, ça fait un certain temps que je dénonce ce que j'appelle le volontarisme à outrance, qui consistait à faire croire aux gens qu'il suffisait de parler pour ensuite voir les
les résultats des paroles, là où on voit très bien, par exemple, la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy promettait beaucoup de choses, ensemble tout est possible, et puis là on se rend compte que même ensemble, très peu est possible. Et donc, c'est un retour au réalisme. Et moi, je crois que c'est la première leçon à tirer de tous ces mouvements, qu'il s'agisse de la France, même si en France, il a moins pris. On va en parler. Oui. Mais si on prend par exemple l'Italie, en Italie, il a pris beaucoup, en Espagne aussi, et ce sont des pays où on a raconté un monde qui finalement n'a jamais eu lieu. Oui. Et donc, cette prise de parole de la part des gens, c'est pour dire ça suffit avec ces promesses. Mais justement, on a l'impression que c'est une angoisse. Une envie que ça change, mais... Non, c'est une demande de vérité, surtout. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement dire on veut que ça se termine, mais c'est aussi dire ce qu'on veut entendre. Je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent entendre un discours de vérité. Alors, qu'est-ce que j'entends par un discours de vérité? Parce qu'il ne faut pas non plus confondre transparence et vérité. Il ne faut pas nécessairement être dans l'effet de tout dire. On entend beaucoup parler de transparence, c'est pas ça. Quand je dis un discours de vérité, c'est-à-dire prendre au sérieux les problèmes et proposer des solutions réalistes. Donc, on demande ces discours de vérité et donc une façon différente de faire de la politique. Oui. Non plus des promesses juste pour enchanter les gens, pour projeter l'idée d'une France, d'une Europe magique et fantastique, mais proposer quelque chose de concret. Et donc, c'est une demande, du coup, qui se traduise après dans les faits. Donc, n'est plus délier la parole des faits, mais faire en sorte qu'il y ait enfin un lien entre ce que j'ai dit et ce que par la suite je vais pouvoir faire. Alors c'est possible ça avec les échéances politiques, les élections, les promesses obligatoires à l'occasion de campagnes électorales? Est-ce que c'est possible d'avoir un discours de vérité, d'être transparent avec la population et de dire finalement ça ne va pas aller du tout et qu'il faut faire énormément d'efforts? On sent que vous pensez beaucoup à l'exemple français, parce que c'est vrai que... mais dans toutes les démocraties occidentales, peut-être que quand vous regardez justement les autres pays d'Europe, c'est quand même moins vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu un discours de vérité, et c'est peut-être intéressant de voir le décalage qui a pu exister entre les pays. Si on pense à l'Italie, là c'est bien pire qu'en France. Hein. Oui, c'est-à-dire là c'était le mensonge. C'était pas forcément l'Italie auquel je pensais. Mais c'est vrai, vous pensez à quoi alors? Je pensais plus à l'Espagne, à l'Angleterre. Là c'était un discours de vérité? Ah oui, je crois. Oui, là quand vous regardez la façon dont... Ça vient d'arriver. Parce que pendant longtemps c'était vraiment l'envers. Là, quand vous regardez la manière dont Zapatero a présenté son plan d'austérité, annonçant des élections anticipées, c'était un discours qui était extrêmement, on va dire, dépressif pour l'ensemble de la population. Les élections vont arriver et probablement d'ailleurs le parti de Zapatero va être battu, mais il a présenté clairement les choses. Quand vous voyez à la suite le plan... du mouvement des indignés, justement. Non, avant, puisque les indignés sont arrivés. Oui, à quel moment on considère que les indignés ont commencé ça dépend quand on considère à Puerta del Sol quand ils sont arrivés, mais on va dire la grande masse de Puerta del Sol, c'est après le discours et notamment après l'annonce des élections anticipées. Mais de la même façon, quand vous regardez la campagne qui s'est produite en Angleterre, je dirais le discours de David Cameron au moment où il était candidat était un discours également là qui était particulièrement cru en termes de vérité sur la situation dans laquelle se trouvait le pays. France, on ne dit pas la vérité, moi, il me semble que la France, en tout cas, ce que l'on est en train de voir de la campagne, dans la campagne française, représente beaucoup, au fond, des ressorts anciens qui se remettent en place, c'est-à-dire on fait une campagne comme d'habitude. Et on a le sentiment qu'il peut y avoir un décalage et que ce décalage, il peut entraîner pas forcément, effectivement, des mouvements d'indignés. C'est là où, à mon avis, c'est intéressant de regarder quand la population s'empare, les citoyens disent il y a quelque chose qui ne me va pas et je réagis. Il y a une autre façon, lorsqu'il y a un décalage manifeste entre le discours et la réalité, c'est le vote vers les extrêmes. Et alors, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve par ailleurs. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est le moment où peut-être les indignés se convertissent les uns ou les autres dans des mouvements politiques qui ne sont pas nécessairement là en lien direct avec tout ce qu'on a évoqué. Absolument. Et d'ailleurs, certains mouvements alberogien souhaitent récupérer un peu la philosophie de ces mouvements d'indignés en disant finalement on pense la même chose. Est-ce que cette désobéissance, est-ce que cette défiance vis-à-vis du pouvoir politique peut entraîner l'avènement de partis extrêmes dans les démocraties occidentales? Non, je pense que la question est assez ouverte. Mais évidemment, là, je suis un peu gêné parce qu'on mélange... Alors, je ne voudrais pas trop faire de sociologisme en disant les situations ne sont pas identiques d'un pays à l'autre. Et il est plus intéressant, effectivement, de considérer ce qui est général à ces mouvements, indépendamment des circonstances locales. Il y a défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis du monde de la finance. Probablement, mais... Parce que ce n'est pas tellement la question du discours de vérité, c'est surtout le fait qu'une série de dispositions sont prises
et ne sont pas respectés par les gens qui les prennent. Donc, par exemple, vous pensez à quoi en particulier? On va prendre la question de la finance. Quand il y a eu la crise des subprimes, quand les gens se sont réunis pour dire voilà, le système s'est effondré avec la faillite de Lehman Brothers, voilà il y avait 4 mesures essentielles à prendre pour corriger les dérives de la finance. Ces 4 mesures ont été énoncées, elles n'ont pas été appliquées jusqu'aujourd'hui. Donc la succession de la question des subprimes, ce qui s'est posé comme problème financier à l'époque des subprimes, on la retrouve à l'identique aujourd'hui. Et pendant les 2 ans, on n'a pas fermé les paradis fiscaux, on n'a pas changé la comptabilité mondiale, on n'a pas taxé les capitaux encore. Taxé les capitaux. Ouais. Bon, toutes sortes de mesures. Je ne dis pas qu'elles étaient simples, mais en tout cas, elles étaient assez claires. La question était de séparer, ou même cette question de la séparation des banques d'affaires et des banques d'investissement, qui était assez claire, qui arrive maintenant en Angleterre, qui a été votée aux États-Unis, qu'en France, on ne comprend pas pourquoi, mais on ne prend pas cette disposition, peut-être. Mais quelle est la raison, selon vous, cette incapacité, après avoir fait des annonces, à ne pas les appliquer? On va rentrer dans les problèmes de décompression. Oui. Moi, je pense... Mais je regrette de le dire comme ça, qu'il y a une sorte de désarroi des élites politiques qui ne savent pas quoi penser, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on sait comment... Parce qu'ils ont moins de marge de manœuvre, parce qu'ils ne peuvent pas décider comme avant? Bon, je vais faire quelque chose de très rapide, je compte sur mon voisin pour me corriger. Vous pouvez compter sur Vincent Cespedes. Là, parce que je pense que c'est un petit point d'économie, mais bon, donc je m'aventure un petit peu. Simplement, quand on a pendant 30 ans une politique qui dessaisit l'État de tous les leviers, et qu'on les confie à la finance ou à la privatisation, à un moment, il n'est pas totalement étonnant que l'État se retrouve sans armes. Et donc, en fait, quand on dit aujourd'hui que c'est la finance qui dirige le monde, effectivement, si les États ne s'étaient pas dessaisis de leurs outils... Enfin, dessaisis, oui, mais en même temps, il y a une finance tellement globalisée, il y a tellement d'interdépendance... Mais la finance globalisée, elle vient du fait qu'on a ouvert les marchés financiers. C'est-à-dire que si on n'avait pas pris cette décision, et peut-être qu'on va revenir, les adeptes de la démondialisation veulent ça, à partir du moment où, pour un tas de raisons, je ne rentre pas, peut-être mon voisin pourra le dire, on a accepté le principe qu'il fallait une libre circulation des capitaux sur la Terre, donc on pouvait investir n'importe où et rapatrier les bénéfices quand on voulait. Bon, à ce moment-là, on a un monde mondialisé, mais du coup, la finance devient vraiment quelque chose qui prend le pouvoir sur le politique, tout simplement, je pense. Bon, la finance ou la spéculation. Et au bout du compte, je m'excuse, au bout du compte, quand ce qui est général dans la revendication des indignés, mais qu'il soit à Tel Aviv, qu'il soit à New York, alors la Tunisie, ça c'est autre chose parce qu'il faut revenir sur le caractère mythologique de Bouazizi, mais à ce moment-là, l'écart, c'est un monde politique qui essaye, auquel on demande d'intervenir pour modifier ou organiser la société mieux, et le monde politique qui ne sait plus comment le faire parce qu'il n'a pas les outils. Vincent Cespedes, je vous laisse répondre tout de suite. Le problème des indignés, c'est vraiment dans la population. C'est un truc de population. Ce sont des gens qui sont dépassés par ces réflexions financières. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on voit que le curseur, en fait, ce discours-là, c'est le discours que tenait Besancenot en 2002. Et on criait le gaucho, etc. de service. Moi, je tenais un discours très proche en 2002. On me traitait comme étant un pestiféré, gauchiste, etc. Aujourd'hui, on a des présidents qui tiennent, en tout cas en apparence, ce discours-là. Donc, ils avaient raison. Simplement, dans les solutions, c'était brouillon, peut-être des vieilles solutions, etc. Mais il y a un diagnostic aujourd'hui qui est audible, alors qu'il y a 10 ans, il n'était pas audible. Et aujourd'hui, non seulement il est audible, mais il est perpétué par le peuple. Les indignés, d'abord, l'indignation, c'est quoi? L'indignation, c'est épidermique. Quand Rousseau parlait de la pitié, il disait c'est la vie en nous qui se hérisse. C'est pas un truc qu'on décide d'avoir pitié de. Et l'indignation, c'est la même chose. Quand on est indigné, on ne peut pas le commander. Et quand Stéphane Hessel dit indignez-vous, il fait d'une prescription, presque une prescription morale, politique et morale, de quelque chose qui normalement ne relève pas d'une injonction. On ne peut pas dire indigne-toi, soit tu t'indignes, soit tu t'indignes pas. Mais le indignez-vous était une politisation de quelque chose qui était de l'ordre du sentiment. Les indignés, c'est un sentiment de révolte, sans objectif, mais on se dit, je suis impuissant, il y a 8 millions de pauvres en France, je dois faire quelque chose, je ne sais pas quoi, au moins donnons-nous la main. Pour moi, c'est la première étape d'un mouvement de conscientisation, et puis après, pour aller vers l'économie. C'est là où les experts, les intellectuels doivent après participer à ça, non pas en tant que gourou ou en tant qu'orateur accaparant le micro, mais en tant que celui ou ceux qui vont donner des clés de lecture. Mais là, on a un mouvement d'indignation, c'est-à-dire qui mêle l'émotion et le politique, et je pense qu'il mêle la colère. Et des situations personnelles. Les situations personnelles, tout ça.
c'est une colère légitime. Et je pense qu'on a diabolisé l'émotion. C'est vrai qu'elle est très dangereuse, très délicate l'émotion, mais c'est quand même la base de la politique. C'est de dire, là, je m'indigne. Je vis quelque chose où je perds ma dignité, je m'indigne, c'est-à-dire je vais combattre pour ma dignité. Je ne sais pas comment, mais je vais combattre. Donc pour moi, je vois plus la population, c'est quelque chose de l'ordre de la population. La population, c'est très vague, Vincent Cespedes. C'est quelque chose qui c'est les jeunes qui sont au chômage. C'est les Ouais. jeunes au chômage. La Tunisie, c'est pas Bouazizi. Moi, je connais très bien la Tunisie, j'y vais souvent. À Sfax, avant même les émeutes, à Sfax, c'était des émeutes déjà, parce qu'on crevait de faim, on avait du chômage. Donc Bouazizi a été le déclencheur, si vous voulez. Mais la vérité, c'est des jeunes au chômage, c'est une désespérance, c'est un avenir qui n'a pas de sens, c'est une crise structurelle, c'est un néolibéralisme qui nous dit tant qu'il y a de la croissance, ça va se faire alors qu'il n'y a pas de progrès social. Les indignés, c'est quoi? C'est de dire, on veut du progrès social dans votre croissance, dans vos développements, on veut du progrès social en termes d'éducation, en termes d'emploi des jeunes, etc. On veut surtout du partage. Du partage, et puis un arrêt de la corruption, un arrêt de cette arrogance wall streetéenne et golden boyenne, un arrêt complet de cette arrogance-là, de ces trains de vie de stars, qu'a commencé d'ailleurs notre président au début de son quinquennat. C'est stop à l'arrogance. Et là, quelque chose, il y a l'idée de la colère, ça rejoint en plus toute une idéologie d'Internet. Les indignés, c'est par Internet que ça passe, c'est Anonymous, c'est tous ces mouvements qui essaient de créer du politique à travers un médium virtuel, anonyme. C'est très compliqué, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Michaela Morzan. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire Vincent, parce qu'effectivement, moi aussi, je pense que c'est un mouvement qui part d'en bas. C'est-à-dire les gens qui, au bout d'un moment, constatent que la réalité est tellement dure et tellement difficile que beaucoup de promesses... Moi, je reviens sur cette histoire des promesses parce qu'en fait, peut-être je me suis mal exprimée en parlant des discours de vérité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a dit des choses et on en a fait d'autres. Donc finalement, on n'a pas des choses qui n'ont pas pu être réalisées. Il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées, des choses qui n'ont pas voulu être réalisées. Parce qu'après, entre les pouvoirs, les vouloirs, c'est toujours délicat. Je crois qu'effectivement, il faut se rendre compte que cette idéologie ultralibérale est arrivée au bout et qu'il faut un peu revenir en arrière, c'est-à-dire reprendre en main la situation, revenir à l'importance du politique, mettre des règles. Donc la régulation des marchés, ce n'est pas juste un mot, il faut pouvoir la mettre en place avec toutes les difficultés que cela implique, évidemment. Mais en même temps, étant donné que les réels qui s'expriment par l'indignation est revenu, il faut bien pouvoir l'écouter. Et alors moi, je pense d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais qu'une des raisons pour lesquelles, ici en France, on a moins entendu parler de ces mouvements-là, c'est qu'on a eu un discours alternatif. Et c'est quand qu'on a eu ces discours alternatifs? Déjà pendant les primaires. On a entendu parler de justice sociale. On a entendu parler d'un marché juste. L'effet d'entendre de la part des responsables politiques un certain nombre de mots qui nommaient de façon différente les choses, ça fait en sorte que les gens n'ont pas eu besoin d'aller dans la rue pour hurler. Parce que c'est toute une question de est-ce que je peux entendre les mots qui me renvoie à ce que j'attends moi du politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu venir en France, à différence des autres pays européens. Et justement, on va revenir sur le cas français avec un certain nombre de témoignages sur cette situation de crise d'un certain nombre de nos concitoyens. Regardez. Un contexte économique morose qui imprègne l'ambiance générale. L'euro est en danger et sur ce marché, ce matin, les clients hésitent sur l'attitude à adopter après l'annonce du référendum en Grèce. Il fallait laisser la Grèce là où elle était, hein. Il ne fallait pas s'amuser à les arranger, puisqu'aujourd'hui, ils nous mettent encore dans l'embarras. Et on ne peut pas, nous, sauver leur pays si eux ne veulent pas aussi eux-mêmes sauver leur pays, quoi, je pense. Si par malheur on la laisse tomber, demain, ça sera l'Italie attaquée, l'Espagne, le Portugal, puis la France, et on va vers une dislocation de l'Europe, quoi. Des informations en tout cas complexes à digérer chaque jour. Mais les clients, comme les commerçants, mettent en avant une chose, le pouvoir d'achat. Tous les acheteurs, que ce soit les familles, ils ne peuvent plus acheter, ils n'ont plus les moyens d'acheter. Vous avez vu, vous êtes présents, je viens de la servir, 6 articles, 4,30 €. Et les bas salaires, les ouvriers vont tous se serrer la ceinture. Comme d'habitude, ça va toujours être nous. Voilà. Au-delà, c'est une inquiétude pour l'avenir qui se dessine. Les banques vont-elles tenir? Et surtout, quel futur pour les jeunes? Moi personnellement non, j'ai mon travail, mon mari aussi. Donc on arrive à s'en sortir, mais nos enfants, je pense que ça va être plus difficile pour eux. On trouve malgré tout des personnes que les aléas de la finance n'affectent pas et pour lesquelles le quotidien suit son cours. J'ai pas l'impression d'en souffrir, quoi. La crise de l'euro, pour moi, c'est un peu loin, quoi. C'est pas vraiment ancré dans ma réalité, quoi. Une période d'incertitude qui affecte l'humeur et que chacun affronte comme il peut en attendant des jours meilleurs.
Philippe Dessertine, indignation contre la misère, la précarité ou contre le système libéral. Je trouve que c'est intéressant la discussion et justement moi j'aurais un malaise là par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il me semble que d'abord il y a vraiment une ligne continue entre toute l'indignation et c'est pour ça que tout à l'heure on disait Tunisie, mais enfin pas que Tunisie, hein.